Ouais. Et tu sais pas ce qu'il m'a dit? Que mon épée était trop courte. Sérieusement. Je te laisse. Alpha 5, j'écoute. Vite! Vite, envoyez un monstre détruire le centre-ville. Les autres rangers sont déjà sur place. Dépêche-toi! Ok, pas de soucis. Transmutation demandée! Je suis désolé, mais on n'a pas de budget pour un costume. Comment ça, on n'a pas de budget? Ben non, on n'a rien. Ok. Transition demandée! Ah, les Power Rangers, quel enfant ne s'est pas émerveillé devant ces adolescents en armure pilotant des robots géants pour défendre la planète? A l'instar d'autres séries de mon enfance, une fois un certain âge passé, la magie s'est effacée. En effet, le propos ne s'étant pas adultifié, la série s'étant dégradée au fur et à mesure, n'étant plus à la fin qu'un prétexte pour vendre des jouets. C'est pas le propos de l'émission. Certes, on va recentrer. Parmi tous les courts-métrages que j'ai regardés... Tu regardes des courts-métrages. Mais depuis quand t'es devenu un bobo, toi? Mais c'est pas... Oh, regardez-moi, je n'apprécie que les œuvres d'art faites en crotte d'oiseau, je suis un bobo. Attends, tu confonds tout, là. Je ne prends mon plaisir que devant des biopics tragédiques en russe, avec des réalisateurs au nom imprononçable. Oh oui, je suis un bobo. Oui, ma cigarette électronique au goût coquelicot. Eh ben, ça lui fait un drôle d'effet. Et pourtant, il y a des courts-métrages qui valent bien des films à gros budget. Celui dont je vais parler en est la preuve. Power Rangers Unauthorized. Power Rangers Unauthorized. Brièvement, l'histoire se passe dans un futur où les Power Rangers sont perdus face aux machines qu'elles combattaient. On retrouve Kimberly, l'ex-ranger Rose, qui est enchaînée et soumise à un interrogatoire pour savoir où se trouve Tommy, seul ex-ranger dont on ignore la position après que les gouvernements aient capitulé face à l'envahisseur. En 15 minutes, vous avez une histoire construite, cohérente, avec un soin apporté à chaque personnage, un esthétisme remarquable, de l'action, de la tension. Je pourrais passer 1 heure à vous décrire chaque plan. Et ça nous conduit où ton histoire? Ah, t'es revenu toi. Zdroviej, Tavarech. Ok... Cette histoire m'amène à pourquoi est-ce que ce ne sont pas des réalisateurs comme ça qui font des films? Ce qui m'a poussé à me renseigner sur ce réal, qui se trouve être Joseph Kahn. Joseph Kahn est né le 12 octobre 1972 en Corée du Sud. C'est à l'âge de 3 ans que ses parents déménagent pour les USA, plus précisément au Texas, où il grandira avant d'aller dans une école d'art, l'université de New York. Il commencera ensuite à réaliser des clips pour des artistes, et il en réalise encore aujourd'hui. Quel artiste me direz-vous? Rob Zombie, Ice Cube, Snoop Dogg, les Backstreet Boys, Usher, Muse, Destiny Child, Elton John, Christina Aguilera, Britney Spears, Eminem, le clip de Without Me par exemple. Je pourrais encore citer Moby, The Core, U2, Aerosmith, 50 Cent, Lady Gaga, Katy Perry, Maroon 5 et bien d'autres. Et au milieu de ces réalisations musicales, 2 films. Un film que j'avais déjà vu et dont je comptais parler un jour sur MFAV, et un autre que je n'avais pas vu et que du coup je vais vous en parler. Mais du coup, ils sont bien? Attends, depuis quand t'as l'accent russe toi? Zdroviej, Tavarech. Bon, abordons donc brièvement Torque qui est vraiment, mais alors vraiment pas bien. L'histoire est une course-poursuite entre des malfaiteurs, les héros et les forces de l'ordre. La particularité étant que le véhicule principal est la moto. Tu peux repasser un peu devant, Marcel, je suis pas sûr qu'on ait bien vu la marque. Ouais, merci. Quel est le problème majeur de ce film? Bonjour, vous êtes les lois de la physique? Eh bien, on pourra dire que la gravité l'a rattrapé. Les motos ne sont pas des machines magiques avec lesquelles on peut tout faire. Et s'il n'y avait que ça, mais le héros est con. Mais con! Tous les personnages sont des clichés ne répondant qu'à leur fonction première. Bonjour, je suis le meilleur ami du héros. Je vais suivre le héros jusqu'à la mort, même si ses plans sont complètement débiles. Bonjour, je suis la copine du héros et du coup je suis qu'un sexe intéresse tout le long du film. Bonjour, je suis le méchant. Et du coup je fais que les trucs de méchant tout au long du film. La seule chose qui essaye de sauver ce film, c'est les cascades. En fait, les cascadeurs sont très bons sur ce film, quand ils sont pas remplacés numériquement par des graphismes de PS2 qui violent littéralement la gravité. À part certaines cascades qui sont bien filmées et certains plans qui sont très jolis esthétiquement parlant, moi j'ai qu'une chose à dire. Passons maintenant à son 2e film, où Kahn cette fois est à la fois réalisateur et scénariste. Attention, ce qui va suivre est très compliqué et va nécessiter de votre égard une attention particulière. En effet, ce film est tellement barré que ça va être un chouïa difficile à expliquer. Merci.
Pour plus de clarté, je ne vais pas vous expliquer les événements tels qu'ils arrivent dans le film, mais plutôt tels qu'ils arrivent chronologiquement dans la temporalité du film. Je vous ai déjà perdu ? Non. Pour simplifier, comme le film traite de voyage dans le temps, je vais commencer le récit en 92, bien que la plupart du film se passe en 2011 et que les événements y soient liés. Nous sommes en 1992, la fin de l'année scolaire approche et le jeune Carl Verge, élève brillant, demande à Sloane de l'accompagner au bal. Elle refuse, devant ce refus, il décide lors de son projet de science de faire une bombe qui détruira l'humanité. S'il ne peut pas avoir Sloane, personne ne l'aura. Sa foire lui laissant une belle cicatrice et une amertume qui l'accompagnera toute sa vie. Pendant ce temps, Elliot, un autre élève de 92, se fait coller à durée indéterminée. Vous avez les bases. Maintenant, avançons un peu jusqu'en 2011. Nous sommes maintenant en 2011, la fin de l'année scolaire approche, le jeune Carl Verge est devenu le principal de cette école et il la tient d'une main de fer. Nous y faisons la connaissance de Riley, qui traverse une légère dépression adolescente, ne sachant pas comment réagir face à la vie. Elle est amoureuse de Clapton, un ami depuis longtemps, mais ce dernier sort avec Yon, la fille de Sloane. Yon étant la meilleure amie de Riley jusqu'à il y a quelques mois où elle a complètement changé d'attitude et de caractère. Il ne reste à Riley que Sanders, un autre ami d'enfance, pour l'écouter, même si ce dernier ne cherche qu'à la mettre dans son lit. Nous apprenons qu'au milieu de tout ce chaos émotionnel, d'étranges lumières apparaissent dans le ciel. Et sur Terre, pendant ce temps, une jeune étudiante se fait assassiner par un serial killer. Riley est prise pour cible et parvient à échapper à ce mystérieux assassin qui remet le masque d'un assassin de film, Cendrillon, un film d'horreur de seconde zone. Riley raconte tout à la police qui ne la croit pas, pensant qu'elle cherche à attirer l'attention après le meurtre de sa camarade. La vie reprend peu à peu son cours, et les études aussi, ainsi que le projet scientifique de cette année qui est de tenter de créer une machine à voyager dans le temps. Toshiba, un élève brillant, découvre que l'ours empaillé, mascotte de l'école, a été mystérieusement truffé d'appareillages technologiques étranges et décide de s'en servir pour son projet de science. Après un autre meurtre, plusieurs situations et plusieurs quiproquos, Riley, Yon, Sanders, Clapton, Toshiba et quelques autres se retrouvent en retenue, le proviseur Verge étant persuadé que l'assassin est l'un d'entre eux. Parmi les collés, on retrouve également Elliot, collé depuis 1992 et qui est toujours là. L'assassin frappe à nouveau. Et dans la cohue, les élèves ne se rendent pas compte que certains d'entre eux manquent à l'appel. Petit brainstorming et les soupçons se portent sur Clapton. Après tout, il a disparu de la colle et ça pourrait être lui l'assassin. Elliot apprend aux autres qu'il a déjà vu Yon en 1992 et que selon ses calculs, la fin du monde va avoir lieu de manière imminente. Ça n'a plus d'importance. Si mes calculs sont exacts, la fin du monde aura lieu dans 10 minutes. On y apprend également que Yon et sa mère Sloane ont échangé leur conscience en voyant Yon dans le corps de sa mère en 92. Riley, déterminé à empêcher la fin du monde et à ramener Clapton, utilise l'ours empaillé, devenu une réelle machine à voyager dans le temps grâce à Toshiba et les technologies inconnues. Riley arrive en 1992. Et elle y retrouve Clapton, qui était là depuis un petit peu plus de temps qu'elle et qui était bloqué. Après discussion, il se rend compte que ce n'est pas Clapton le coupable, mais Sanders. Sanders est allé voir le jeune Carl Verge et grâce à leurs deux connaissances réunies, déclenche une bombe qui détruira toute vie sur Terre. Clapton et Riley tentent de les empêcher sans succès. C'est alors que Riley réutilise la machine à temps et remonte quelques minutes avant le drame. Elle y retrouve sa meilleure amie, Yon, la vraie, qui se plaît dans les années 92. Riley arrive à la convaincre d'accepter d'aller au bal avec Verge. Ce dernier, heureux, désamorce la bombe. Riley et Clapton retournent à leur époque pour voir qu'ils ont enclenché quelques modifications, mais que le monde est sauvé et qu'ils sont enfin ensemble. Le film s'arrête pas là, puisque Sanders, encore vivant, reste une menace, mais je ne vous raconterai pas la fin, tout comme je ne vous parlerai pas des autres thèmes abordés dans ce film, et d'autres personnages hauts en couleur qu'il montre. Ce que j'ai pensé de ce film... Waouh! De prime abord, ce film peut vous paraître brouillon et confus, et certaines situations sont soit trop exagérées, soit capillotractées. Mais au final, est-ce que ce n'est pas ce qu'on ressent quand on est adolescent et qu'on arrive à la fin de ses études ? On se retrouve devant une multitude de choix dans un monde immense où tous nos repères vont partir en fumée. La fin des études signifie le début dans la vie active. Fini d'être derrière un bureau à écouter quelqu'un nous apprendre des choses. Il va falloir expérimenter la vie tout seul. Et c'est exactement ce que veut faire ce film. Il joue habilement avec les codes des classiques du genre pour nous perdre peu à peu, pour nous sentir aussi désarmés et incompris que sont les personnages du film. Ce sont une bande d'ados qui ont peur de l'avenir, mais qui vont quand même devoir le sauver. D'autres thèmes sont abordés dans le film, l'image de soi, l'homosexualité, la sexualité en général, le végétalisme. Rajoutez à ça une image soignée, des musiques de qualité, et on pardonnera les petites erreurs qui sont clairsemées. Vous avez devant vous une comédie d'horreur complètement barrée, mais qui serait vraiment dommage de passer à côté. Et vous, je suis pas passé à côté du fait que vous n'êtes pas mon comparse. Je le connais. Tu aimerais savoir qui nous sommes, hein?
Mon patron a une mission pour toi. Et si tu ne la remplis pas bien, tu ne reverras jamais ton ami. Eh bien, il faut croire que je vais devoir vous laisser face à une situation scénaristique quasiment improvisée. Petit aparté, après avoir tourné ça, j'ai regardé et j'ai vu qu'un film Power Rangers allait sortir en 2017. Bon, c'est pas Cannes à la direction, c'est une grosse production hollywoodienne. J'espère qu'en 2 heures, ils arriveront à faire mieux que ce que Cannes a fait en un quart d'heure. Ça semble pas gagné au vu du trailer.